Excellencies, I will now invite His Excellency Hasumi Masudo, Chair of the 47th session of the OIC Council of Foreign Ministers, to commence the formal proceedings of the session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur les plus nobles de tous les messagers, le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses honorables compagnons. Excellences, honorables participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'aide d'Allah, nous déclarons ouverte la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Qu'il me soit ici permis, Excellence, de faire une brève intervention à partir du podium. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi d'adresser notre sincère gratitude aux serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman Abdulaziz bin Saoud, pour son appui constant à notre organisation et à l'égard de toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés à matérialiser certaines actions pendant nos 2 années de présidence et qui continuent à œuvrer pour le rayonnement de notre Ummah. Nos félicitations vont à l'endroit de son Excellence M. Shah Mahmoud Qureshi, ministre des Affaires étrangères du Pakistan, président de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères, et pour les bonnes dispositions prises pour la réussite de cette session. Je voudrais également adresser mes sincères félicitations à son Excellence Hissène Brahim Taha pour son élection au poste de secrétaire général de l'OCI. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accompagne tous les deux dans vos tâches. L'humanité a vécu l'une des crises sanitaires les plus aiguës de notre histoire et à cet effet, je voudrais remercier le secrétariat général et les pays membres qui ont pris l'initiative d'accompagner les États membres dans leur programme de lutte contre la COVID-19. C'est encore dans ce contexte que se tient notre session dont le thème est « Établir un partenariat pour l'unité, la justice et le développement ». Peut-il avoir plus noble idéal que de bâtir un partenariat pour le développement pour vaincre la pauvreté et garantir une stabilité dans la Oumma? Ce thème traduit nos vœux, car il ne peut y avoir de partenariat sans la communion des esprits. Il ne peut y avoir de partenariat sans équité. Et le respect de ces deux valeurs conduisent au développement. C'est pour vous dire l'intérêt que revêt pour nous le thème de la présente session. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, la 47e session du Conseil des ministres qui s'est déroulée à Niamey sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Kalla Ankorao, a adopté des résolutions dont certaines ont été traduites par des activités au cours de nos 2 années de présidence. Notre présidence a évidemment été marquée par la pandémie du Covid-19. Permettez-moi cependant de partager quelques-unes avec vous. Ainsi, le Niger a tenu des séminaires sur les thématiques qui intéressent notre Oumma, en présentiel et en vidéo, et présidé les travaux des groupes d'experts intergouvernementaux, objet de nos résolutions. En présentiel, nous avons organisé à Niamey un colloque sur les défis actuels face aux efforts en cours dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique, en particulier dans le milieu de la jeunesse. Ce colloque, tenu avec la collaboration du secrétariat général de l'OCI, nous a permis d'échanger avec les jeunes et de prendre des mesures adéquates envers la jeunesse de la Oumma. En visioconférence, nous avons tenu 2 réunions, une sur le groupe de contact sur le Jammu et Cachemire. Le Niger est membre du groupe de contact et a toujours apporté son soutien aux résolutions pertinentes de l'OCI et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la seconde sur le comité Al-Quds Al-Sharif. Je tiens à réitérer notre appartenance à ce comité et également notre appui constant à la cause palestinienne jusqu'à l'acquisition de tous ses droits fondamentaux.
Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant notre présidence, nous avons conduit des discussions et fait adopter certains travaux des experts intergouvernementaux. Ces textes adoptés seront soumis à votre examen. Il s'agit des règles de procédure sur les réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, objet de la résolution 03/47-LO, du projet des règles de procédure régissant la création et le fonctionnement des groupes de contact, objet de la résolution 2/47-LO. Concernant le projet des règles de procédure régissant l'accréditation des envoyés spéciaux des pays non membres de l'OCI, objet de la résolution 8/47-LE, il a été discuté, mais nécessite une analyse plus profonde et un réexamen par les experts. Certaines discussions que nous avons engagées sur les travaux des groupes d'experts n'ont pas été suivies d'effets positifs. Il y a donc besoin d'enrichissement ou de consensus. Concernant la rencontre des intellectuels musulmans sur la lutte contre l'extrémisme violent, que nous avons en collaboration avec le secrétariat programmé, mais en vain, le flux des réunions au secrétariat général n'a pas permis de la tenir. Je suis d'avis que nous ayons une plage pour tenir cette importante réunion. Mesdames et Messieurs, permettez-moi encore une fois de vous remercier pour le soutien que vous avez apporté pour la matérialisation de la mission régionale de l'OCI dans les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad. Cette initiative louable permettra de prendre en compte les problèmes de cette partie de la Oumma. Sur un tout autre plan, je voudrais vous encourager pour les idées pertinentes développées lors de nos séances de brainstorming. Ces exercices doivent continuer pour améliorer la marche de notre organisation. Et à ce titre, nous devons penser à faciliter la participation de tous les membres au sein des groupes de contact et comités en procédant à des rotations des membres à l'image du Conseil de sécurité et aussi mettre fin aux groupes et comités dont la mission est terminée. Je ne terminerai pas mes propos sans féliciter et remercier encore une fois les autorités de la République islamique sœur du Pakistan pour les efforts consentis pour la réussite de cette session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous remercie. Donc, je voudrais profiter pour proclamer la composition des membres du bureau de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères comme suit. Président République islamique du Pakistan. Vice-président État de Palestine, République du Cameroun et République du Yémen. Et puis rapporteur République du Niger. Donc j'invite donc le ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan à venir prendre la succession de notre présidence. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Thank you, Excellency Mr. Hosseini Massoumi, Minister for Republic of Niger, for your commendable work as Chair of the 47th session of the Council of Foreign Ministers. It is my privilege, indeed, to steer the proceedings of this august gathering. I will now, as the Chair, invite I think I have to make the opening statement. I will now, with your permission, Excellencies, make the opening statement.
Honorable Prime Minister Imran Khan, Secretary General Haseen Brahim Taha, Royal Highnesses, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, Assalamu Alaikum. I welcome you all to the 48th session of the OIC Council of Foreign Ministers, themed on unity, justice, and development. It is a matter of pride for us to host this meeting in 2022, which marks the 75th anniversary of Pakistan's independence. We commend the leadership role of the Kingdom of Saudi Arabia as the OIC Summit Chair. We also express profound gratitude to the OIC General Secretariat for facilitating this important meeting. Let me also express our highest appreciation to the Government of Niger for hosting the last CFM and leading the organization during the past year. Distinguished delegates, I am confident that our work during the next 2 days will be guided by the eternal Islamic values of amity and brotherhood, as embodied in the Quran and the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. The OIC is the collective voice of nearly 2 billion Muslims. It is a bridge among Muslim nations and between the Muslim world and the international community. Promoting solidarity and cooperation within the Muslim Ummah is one of the central pillars of Pakistan's foreign policy. As chair of the OIC CFM during 22-23, Pakistan's overarching goal shall be to solidify this bridging role further. Distinguished delegates, I want to take this opportunity to reflect on some of our collective recent achievements. Indeed, a consequence of our partnership for unity, justice, and development, the very theme of the OIC CFM. We met in this hall last December, uniting within an exceptionally short span of time for the extraordinary session of the CFM on Afghanistan. Together, we made some historic and concrete decisions. We agreed to establish the OIC Humanitarian Trust Fund. We appointed a special envoy of the OIC Secretary General. We launched an Afghanistan food security program. We strengthened OIC's presence in Afghanistan by reinforcing the OIC mission in Kabul. These actions that we took continue to go a long way with helping our Muslim brothers and sisters in Afghanistan in their greatest time of need. Also, you will recall, at the last OIC CFM in Niamey, we came together to call for an International Day to combat Islamophobia. Today, I'm proud to stand before you with the Muslim Ummah welcoming the recent designation of 15th March as the International Day to combat Islamophobia by the UN General Assembly. The International Day to combat Islamophobia was designated such owing to our unity as the OIC. Pakistan is gratified to have played its role in garnering consensus on this important issue. Through the observance of this day, the OIC will enhance greater global awareness of Islamophobia and advance solutions through collective action. Further, while recounting our achievements, I also want to touch upon the tremendous work being done by our collective platforms. ComStec has been instrumental in enhancing cooperation and coordination in scientific and technological fields, including through partnerships, capacity building, and joint research programs. It is playing a leading role in the implementation of OIC's science and IT agenda
2026. Pakistan is pleased to host the COMSTEC headquarters in Islamabad. Since its inception, Islamic Development Bank has to date mobilized $65 billion for investment and development assistance aid. It is one institution which has consistently been rated AAA across all international rating agencies. The Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, based in Karachi, is galvanizing investment, influencing policy, making and undertaking initiatives for development of the private sector. I mention some of these achievements to you all here today, not to blow our own trumpets, but rather for these to serve as a blueprint for constructive and tangible action and as an impetus for collective action moving forward. Distinguished delegates, we are witnessing unprecedented turbulence at the global level. Conflict in Ukraine, which has rekindled East-West tensions, threatens international peace and security. A new and destabilizing global arms race is underway. Conflicts among and within nations have proliferated. Political and military blocs are vying for more power at the cost of global equilibrium. World trade and growth are declining under the weight of technology wars. Inequality has become a defining feature of our times. The COVID-19 pandemic has increased inequalities through greater debt burdens, fiscal deficits, and liquidity crunch. Rising commodity prices will further accentuate inequalities, erode development gains, and hinder progress towards sustainable development goals. Climate change is accelerating and making parts of our Earth inhospitable and warmer than ever. The Muslim world is faced with conflicts in the Middle East, prolonged foreign occupation, and the denial of the right to self-determination, most notably to the people of Palestine and Kashmir. The Muslim world's resentment is increasing due to frequent external interventions in Muslim countries. Distinguished delegates, left unaddressed, these conflicts and disputes undermine our unity and solidarity, expose our countries to foreign interference and intervention, fuel terrorism and extremism, and deflect attention from our development goals and the welfare of our peoples. To help forge a collective response and under the theme of partnering for unity, justice, and development, I would like to focus on three specific challenges. First, partnering for unity by jointly addressing the challenges and conflicts within the Ummah. Second, uniting for justice for the rights of Muslims under occupation and conflicts with countries beyond our Ummah. This should also include the urgency of addressing the pervasive Islamophobia facing Muslims in non-Muslim majority countries. Third, partnering for development by effectively addressing the triple global crisis of COVID-19, development, and climate change. Distinguished delegates, the Holy Quran says to the believers, "Hold fast, all of you, to the cord of Allah and be not divided." In this era of global turmoil, the situation of Muslims in many parts of the world is heart-wrenching. Currently, more than 60% of all conflicts in the world exist in Muslim countries. From Yemen to Syria to the Sahel, the range of conflicts in the Muslim world and their intensity is palpable. These are festering wounds on the body politic of Islam.
More than two-thirds of all refugees worldwide come from just 5 countries: Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar, and Somalia. Above all, the Muslim countries are hosting the largest number of refugees. While we must work to prevent outside interference in the Muslim world, we alone can find solutions to internal fissures and challenges. The key to ending these conflicts and disputes is comprehensive engagement and cooperation among the Islamic countries. Ladies and gentlemen, the Islamic world is endowed with both natural and human resources that are unmatchable. We are home to over a quarter of the world's entire youth. This unparalleled youth bulge is yearning for opportunities and progress. It is a harbinger of innovation, industry, and growth. Prime Minister Imran Khan has declared the year 2022 as investment in the youth. Building on this potential, it is time for the Ummah to forge a collective response to the current turmoil inside its borders and the ongoing global transition. We must be a reliable partner in forging unity, justice, and development across the globe, but not anyone's accomplice in aggression or domination. To this end, I propose convening an OIC ministerial conference during 22-23. This conference, among others, could assess the need for establishing a peace and security architecture akin to all other regional organizations. This conference would also discuss how the OIC can and must strengthen itself by developing and deploying tools for conflict prevention, mediation, reconciliation, and peace building. Excellencies, ladies and gentlemen, partnering for justice is an injunction from the Quran. Allah enjoins Muslims to be upholders of justice, witnesses for Allah. The vision behind the OIC creation was to raise the united voice of the Islamic Ummah against the injustices perpetrated against Palestinian Muslims under occupation. But even 50 years of the OIC establishment, after 50 years of the OIC establishment, we are far from seeing justice for Muslims in many parts of the world. The Muslims of Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are still reeling under subjugation. For the last 7 decades, they have struggled to achieve their inalienable right to self-determination. Under the relevant United Nations resolutions, a permanent solution to the Palestinian question with the pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as the capital of a viable, independent, and contiguous Palestinian state is essential. Similarly, Kashmir continues to bleed. The threat of genocide is most imminent in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The RSS, BJP, Hindutva-inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. Akin to the situation in Palestine, this is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it into a Muslim minority region. This is a clear violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention. Indian actions violate the resolutions of the UN Security Council and the OIC on Jammu and Kashmir. The illegal acts increased the threat of a conflict between India and Pakistan. Kashmiris are looking towards their Muslim brothers and sisters for support. India's violence against Muslims is not limited to IIOJK. Civil society organizations and independent observers have warned
that Muslims in Hindutva-controlled India are also living under the threat of genocide. Our Holy Prophet, peace be upon him, said that believers are just like one body. When one of the limbs suffers, the whole body responds to it with wakefulness and fever. It is incumbent to resolve these challenges by partnering with the international community as well. Beyond adopting resolutions, we must take concrete and tangible steps towards permanent solutions. A similar resolve and unity is needed in countering the ideologies of hate, such as Islamophobia and right-wing racism. Repeated incidents of desecration of the Holy Quran and reprinting of caricatures have seriously hurt the sentiments of Muslims across the world. They also cause great anguish within the Islamic world. While we welcome the recent designation of 15th of March as the International Day to Combat Islamophobia by the UN General Assembly, we believe the appointment of the OIC Secretary General's Special Envoy on Islamophobia during this CFM would be a concrete step in coordinating such collective action. It should be our shared objective to ensure that deliberate insults and defamation of all religions, including Islam, should also be criminalized, and we must be united to achieve this. I propose that the Secretary General OIC develop a comprehensive report on the theme of partnering for justice and present recommendations to the next OIC CFM on how the OIC, through proactive and innovative diplomacy, could strengthen its role in securing justice for the long oppressed Muslims facing hateful ideologies and occupation. Distinguished delegates, to forge partnerships for development, the OIC countries must mobilize international support for a comprehensive strategy that should include: 1, vaccine equity. Everyone, everywhere, must be vaccinated against COVID-19. 2, increased development financing. This can be ensured through comprehensive debt relief and restructuring, expanded ODA, redistribution of at least half of the unutilized SDRs to developing countries, and provision of the promised climate finance. 3rd, accelerated climate action. The agreement reached at Glasgow must be the baseline for future discussions. The OIC must call for additional commitments by the international community to achieve the agreed mitigation targets, support for adaptation, and loss and damage in developing countries due to climate change. 4, the resolute action against illicit financial flows, corruption, and illegal transfer of assets have adversely impacted many Muslim countries, including Pakistan. The OIC countries must develop a comprehensive legal framework to halt and reverse the illicit financial flows and stop this grave economic injustice. We must call for the implementation of the recommendations of the UN Secretary General's FACTI panel. Excellencies, ladies and gentlemen, underdevelopment, poverty, and corruption remain serious threats to the future security and stability of our societies. In an era of economic and financial unpredictability, development partnerships among OIC member states would be of vital importance. OIC member states have tremendous natural and human resources which must be utilized effectively through trade, joint research and development projects, trainings, and investment. To promote research and technological innovation in the Muslim world, we need to synergize the Muslim scientific and intellectual pool and fully utilize the platform of COMSTEC to achieve the OIC STI Agenda 2026. We also need to take advantage of a preferential system of trading among the OIC member states. In this regard, the framework agreement needs to be
ratified expeditiously by OIC. We should also come together and build convergences on removing international barriers to development. Our common ground on the need to reform the global economic architecture will strengthen the voices calling to make it equitable. Distinguished delegates, before I conclude, I would like to draw your attention to the situation in Afghanistan. While the progress we made at the extraordinary session of the CFM on Afghanistan was timely, we need to build on them. Addressing the humanitarian crisis in Afghanistan and preventing a collapse of the Afghan economy must remain our top priorities. In doing so, we must encourage and support the efforts of the Afghan authorities to eliminate Daesh. Effective strategies are also needed to deal with other terrorist groups in Afghanistan like TTP, ETIM, IMU, and Al-Qaeda. We must guard against spoilers that wish to continue destabilizing Afghanistan and using its territory to promote terrorism. A peaceful, stable, inclusive, prosperous, and connected Afghanistan is in the best interests of us all. Ladies and gentlemen, the time has come for OIC to strengthen and equip itself to address contemporary challenges and conflicts confronting the Muslim Ummah. Pakistan stands ready to play its part as a bridge builder in promoting regional and OIC-driven solutions to these conflicts and disputes. With the hope and prayer for true OIC unity and solidarity, I thank you all. I now invite His Royal Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, for his speech. He will speak on behalf of the OIC Summit Chair. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، معالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أعرب عن جزيل الشكر لجمهورية باكستان الإسلامية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لها التوفيق والسداد خلال رئاسته للدورة الحالية. كما يسرني في هذه المناسبة أيضا أن أهنئ جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية، متمنيا للجمهورية الباكستانية مزيدا من التقدم والازدهار. والشكر موصول لجمهورية النيجر على رئاستها الناجحة للدورة 47 لمجلس الوزاري رغم الظروف وتحديات جائحة كوفيد-19. كما أود أن ننوه في هذا الصدد بالإنجاز الذي حققته المجموعة الإسلامية برئاسة جمهورية باكستان الإسلامية في نيويورك في تبني اليوم 15 من مارس من كل عام يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤملين أن يلحقه إنجازات أخرى تعزز العمل الإسلامي المشترك في كافة الصعد. وأتقدم بالشكر الجزيل للإخوة العاملين في الأمانة العامة للمنظمة بقيادة معالي الأمين العام على جهودهم المقدرة في التنظيم والإعداد لهذا الاجتماع والعمل الدؤوب لاستكمال مسيرة هذه المنظمة العريقة وتحقيق أهدافها السامية. تؤمن المملكة العربية السعودية بدور منظمة التعاون الإسلامي في تقوية الوحدة والتضامن بين دولها وحماية مصالحهم المشتركة والحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة، وكذلك دورها العالمي في تعزيز التفاهم والحوار.
والعلاقة الودية المبنية على الاحترام المتبادل بين كافة الثقافات والأديان. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن المملكة العربية السعودية مدفوعة بمبادئها الراسخة المتمثلة في دعم العمل الإسلامي المشترك وتعزيز الروابط الأخوية بين الدول الأعضاء وتقوية أوصار التضامن والتعاضد في وجه التحديات المشتركة، دعت انطلاقا من تلك القيم السامية للاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان في ديسمبر 2021، والذي تكلل بحمد الله بالنجاح وأسفر عن إنشاء الصندوق الائتماني والإنساني لأفغانستان تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، وتعيين السفير طارق بخيت مبعوثا خاصا لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. وهنا تؤكد المملكة على أهمية مخرجات هذا الاجتماع ودور الدول الأعضاء في إنجاحها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وندعو إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق على تجاوز ما يعانيه من ظروف مأساوية. كما ندعو أن يساهم الأفغان أنفسهم بشكل جاد في بناء مستقبل بلادهم من خلال الحوار بين كافة مكونات الشعب ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية المتطرفة، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان ومنها حق المرأة في التعليم والعمل ضمن التعليم ضمن التعاليم والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية. الحضور الكريم، تؤكد المملكة العربية السعودية على محورية القضية الفلسطينية للأمتين العربية والإسلامية، وتساند كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام بين طرفي النزاع والعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة لحل جميع الخلافات العالقة بين الطرفين. وتستمر المملكة بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يتحقق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. الإخوة الكرام، إن التصعيد العسكري الحوثي وهجماته المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يعكس تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للحل السياسي، وتتطلع المملكة أن يسهم قرار مجلس الأمن رقم 2624 في تحييد خطر هذه الجماعة وداعميها من خلال تصنيف الميليشيات الحوثية ضمن قوائم الإرهاب، وتوسيع حظر توريد الأسلحة اليمن التي تهدد الأمن في المنطقة. وتشدد بلادي على دور الإخوة الأعضاء خاصة والمجتمع الدولي بشكل عام بالضغط على الحوثيين لوقف عبثيتهم وتهديدهم للأمن والملاحة البحرية وانتشال الإنسان اليمني من هذه المأساة. ومن منطلق تخفيف معاناة الشعب اليمني استمرت المملكة في دعم الجهود الإنسانية هناك، وما زالت في مقدمة الدول المانحة المساعدة الإنسانية للأزمة الشعب اليمني. الحضور الكريم، تقف المملكة إلى جانب الشعوب الإسلامية في الحفاظ على هويتها الإسلامية وصون كرامتها وحقوقها الإنسانية اللي كفلها الدين الحنيف، وتعلن تضامنها مع تلك الشعوب في مناطق النزاعات والاضطرابات ومن ضمنها سكان إقليم جامو وكشمير. وإدراكا من بلاد الأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، فقد دعمت المملكة جهود الأمم المتحدة الساعية إلى إيجاد حل عادل لقضية جامو وكشمير وضمان الحقوق المشروعة لشعبها وفقا للقانون الدولي. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تسير المملكة بخطى حديثة لتصبح رؤيتها المطموحة واقعا ملموسا ونموذجا ملهما للعالم. ولا تحتفي بهذا الواقع فقد تقدمت بطلب استضافتها مدينة الرياض لمعرض إكسبو 2030. ولا يفوتني بهذا المناسبة أن أعبر عن الشكر وامتنان للأخوة الأعضاء الداعمين لإقامة هذا الحدث الكبير على أرض المملكة، والذي سيسهم في التعريف بهويتنا وثقافتنا الإسلامية السمحة. وفي الختام، أؤكد مجددا على دعم المملكة لكافة الجهود ضمن هذه المنظمة، والتي تعد ثاني أكبر منظمة دولية وتمثل أكثر من ثلث سكان العالم، وآمل أن يفضي اجتماعنا هذا إلى ما فيه الخير لأمتنا وشعوبنا وتحقيق رؤى قادتنا في التنمية والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Brother Faisal, for your speech. I now invite the Honorable Secretary General of the Organization of Islamic Countries,
His Excellency Mr. Hassan Brahim Taha for his statement. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن شاء الله. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable tout d'abord d'exprimer à mon nom personnel et celui de l'Organisation de la coopération islamique mes sincères remerciements et ma gratitude au gouvernement et au peuple de la République islamique du Pakistan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la sérieuse coopération de la soigneuse coordination que nous avons constatée dans la préparation de cette 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Tout en félicitant la République islamique du Pakistan pour sa présidence de cette importante session, je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour son engagement résolu en faveur de l'Organisation de la coopération islamique et pour ses rapports précieux dans le renforcement de l'action islamique commune, ce qui ne manquera pas de garantir les succès de la présente session. C'est pour nous un réel motif de satisfaction de voir cette 48e session coïncider avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République islamique du Pakistan, tout en lui adressant nos meilleurs vœux. Nous partageons cette célébration et la félicitons pour les réalisations de son peuple et pour les défis remportés à la faveur d'une forte volonté et d'une détermination sans faille. Nous lui souhaitons progrès et prospérité continue. Je voudrais également saluer la République du Niger pour les efforts ô combien louables déployés tout au long de son mandat à la présidence de la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, dans une conjoncture difficile marquée par la pandémie de la COVID-19, un mandat couronné d'un franc succès et qui a donné un nouvel élan à l'action islamique commune. Je ne saurais omettre en cette circonstance de rendre un vibrant hommage au Royaume d'Arabie saoudite, pays du siège et président de la 14e conférence islamique au sommet, pour son soutien permanent aux activités de l'organisation et au travail du secrétariat général sous la généreuse sollicitude du serviteur de 2 saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman, son prince héritier et vice-premier ministre, puisse Allah le préserver. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous retirer ainsi qu'à vos gouvernements mes remerciements et ma gratitude pour le soutien que vous m'avez apporté en assumant les fonctions de secrétaire général de notre prestigieuse organisation et de vous rassurer de mon engagement résolu à œuvrer dans le respect des dispositions de la charte de notre organisation, à défendre les causes de la Oumma islamique et à me conformer aux décisions des résolutions adoptées par le sommet islamique et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais souhaiter la bienvenue aux distingués représentants des États des organisations internationales et régionales, partenaires de l'Organisation de coopération islamique. Leur présence témoigne de l'intérêt qu'ils accèdent au rôle de notre organisation dans la contribution à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde. L'OCI se félicite du dialogue et des liens de coopération qu'elle entretient avec eux. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présente session se tient sous le thème des partenariats pour l'unité, la justice et le développement. Un thème qui vient à point nommé refléter les aspirations de nos populations et leurs attentes vis-à-vis de l'Organisation de coopération islamique en cette conjoncture délicate dans laquelle la Oumma islamique se trouve confrontée à moult défis politiques, sécuritaires et de développement.
Aujourd'hui, la cause palestinienne, question centrale pour l'organisation, continue de se heurter à des défis dangereux, dont tout particulièrement la persistance des politiques d'occupation israélienne fondées sur la colonisation, la judaïsation de la ville de Al-Quds et l'agression contre les lieux sacrés, en particulier la mosquée d'Al-Aqsa. Outre la poursuite de meurtres, de confiscation de terres, de la démolition des maisons, des arrestations arbitraires, de la discrimination raciale, de l'apartheid et du nettoyage ethnique à l'encontre du peuple palestinien, qui constituent dans leur ensemble une violation flagrante des législations, conventions et résolutions internationales pertinentes. Aussi, la persistance de tels crimes et agressions israéliens contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints nous commande-t-elle de renforcer l'esprit de solidarité et d'action islamique commune et de redoubler davantage d'efforts diplomatiques auprès des instances internationales en faveur des droits du peuple palestinien et de contrer avec fermeté la responsabilité de toute tentative visant à changer le statut historique et juridique de la ville d'Al-Quds, en application des résolutions pertinentes adoptées par les sommets islamiques et des conseils ministériels successifs. La question du Jammu et Cachemire est une autre question juste qui attend une solution depuis longtemps et qui nous préoccupe profondément au vu des développements qu'elle connaît, particulièrement à la suite des actions illégales et unilatérales entreprises par l'Inde le 5 août 2019, visant à modifier le statut du Jammu et Cachemire occupé par l'Inde. Au mois de novembre dernier, une délégation de haut niveau du secrétariat général de l'OCI, conduite par le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, représentant spécial pour Jammu et Cachemire, avec la participation du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, culturelles et sociales, a effectué une visite officielle au Pakistan et à Azad, Jammu et Cachemire, dans le cadre de la mise en œuvre du mandat confié au secrétariat général en vertu de la résolution 1047-Paul sur les différends du Jammu et Cachemire, adoptée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le rapport de cette mission est soumis à votre attention. L'OCI est ainsi appelé à redoubler d'efforts en vue de soutenir le droit des peuples du Jammu et Cachemire, y compris son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Les développements de cette question seront examinés par le groupe de contact sur Jammu et Cachemire qui se réunira ici à Islamabad en marge de nos pressantes assises. En ce qui concerne l'Afghanistan, j'ai suivi tous les aspects liés et la mise en œuvre des résolutions issues de la 17e session ministérielle extraordinaire tenue à Islamabad le 19 décembre 2021. À cet égard, j'ai assuré avec mon envoyé spécial pour l'Afghanistan la coordination nécessaire avec la Banque islamique de développement qui a gracieusement préparé le cadre juridique et la structure du fonds fiduciaire décidé par le Conseil ministériel. Le fonds sera officiellement lancé en marge de cette réunion. D'autre part, j'ai dépêché mon envoyé spécial en Afghanistan, où il a eu des entretiens élargis avec un certain nombre de ministres du gouvernement en place à Kaboul, concernant les efforts de l'organisation dans les domaines humanitaires, politiques et économiques. Je soumets à votre attention un rapport spécial sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution sur la situation humanitaire en Afghanistan et sur les aspects liés à cette première visite. Je continuerai donc à dialoguer avec les autorités en place en Afghanistan, avec les partenaires internationaux, dans le but de réaliser la paix, la sécurité et le développement dans ces pays membres de l'organisation. Pour ce qui est de l'agression de la République de l'Arménie contre la République d'Azerbaïdjan
Et bien que d'autres tripartites conclus entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Fédération de Russie le 10 novembre 2020 aient mis fin aux hostilités, la République d'Azerbaïdjan a exprimé sa préoccupation face au non-respect par la République d'Arménie de ses obligations telles que stipulées dans l'accord tripartite. Le secrétariat général, qui a constamment confirmé le soutien de l'organisation au règlement du conflit conformément aux décisions et résolutions du Conseil islamique, du Conseil des ministres et du Conseil de sécurité des Nations unies, continuera de suivre cette question avec intérêt. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la situation au Yémen reste une source de profonde préoccupation pour notre organisation qui s'est engagée à soutenir l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi que la solution politique au conflit sur la base de 3 référentiels, à savoir l'initiative du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et ses mécanismes exécutifs, les conclusions de la conférence de dialogue national yéménite et les résolutions de la légalité internationale, en particulier la résolution 2216-2015 du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est dans ce même ordre d'idées que le secrétariat général de l'OCI salue l'initiative annoncée par le Conseil des ministres des États arabes du Golfe d'organiser des consultations yéméno-yéménites dans la capitale saoudienne, à Riyad, à la fin de ce mois. Initiative qui permettra de combler le fossé entre les frères yéménites et de s'engager pour arrêter l'effusion du sang, afin de parvenir à une solution politique durable mettant un terme au conflit au Yémen et asseoir la sécurité et la stabilité dans la région. Dans ce contexte, nous renouvelons l'expression de notre gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour ses efforts et initiatives inlassables destinés à contribuer à accélérer la recherche d'une solution pacifique et permanente à la crise yéménite. Je tiens également à rassurer le Royaume d'Arabie saoudite et l'État des Émirats arabes unis de la solidarité de notre organisation en face aux attaques répétées et condamnables lancées par la milice Houthi contre des civils et des installations à caractère civil par des drones. Au cours de sa période écoulée, les développements en Libye, au Soudan et en Somalie ont fait l'objet d'un suivi continu par le secrétariat général, lequel a encouragé toutes les parties concernées à adopter le dialogue. Aujourd'hui, nous les encourageons à redoubler d'efforts pour surmonter les divergences et jeter les bases de l'entente, de la sécurité, de la paix et la stabilité et du développement, et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de leur peuple. En ce qui concerne la Syrie, le secrétariat général continue de soutenir les efforts des Nations unies pour parvenir à une solution pacifique à la crise, conformément à la déclaration de Genève et aux résolutions permanentes du Conseil de sécurité. S'agissant de l'Irak, la tenue en octobre 2021 d'élections législatives anticipées représente l'un des développements positifs et encourageants que nous avons enregistrés et salués. Comme vous le savez, les défis politiques, sécuritaires, humanitaires et de développement auxquels font face les pays du Sahel central, Burkina Faso, Mali et Niger, et du bassin du lac Tchad, Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria, ainsi que la République centrafricaine, le Mozambique et la Guinée, revêtent un intérêt important pour l'OCI. Nous soulignons la nécessité d'accroître les efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité escomptée dans ces régions et appeler les États membres et les institutions de l'OCI ainsi que les partenaires internationaux à aider ces régions à relever les défis auxquels elles font face. C'est dans ce cadre, afin de donner un nouvel élan au rôle de notre organisation en Afrique, y compris dans la région du Sahel et du lac Tchad, que je me suis rendu au début du mois courant au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Sénégal,
où j'ai pu m'entretenir avec les dirigeants de ces pays à propos de la situation dans ces régions et des voies et moyens de renforcer le soutien de l'organisation aux pays concernés. D'autre part, une délégation de haut niveau du secrétariat général, conduite par le secrétaire adjoint aux affaires politiques, le Dr Adoubaï, s'est rendue à Abuja pour s'entretenir avec les responsables de la commission de la CEDEAO des voies et moyens de renforcer la coopération et la coordination des efforts pour contribuer à la paix, à la sécurité et au développement dans la région. Le renforcement du rôle positif de notre organisation en Afrique requiert aussi la nomination d'un envoyé spécial. À cet effet, je recommande à votre auguste conseil de nommer le docteur Nassirou Bako Arifari, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, comme l'envoyé spécial du secrétaire général pour l'Afrique, et j'espère qu'il bénéficiera de votre soutien. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Bosnie vit une situation préoccupante en raison de la tendance séparatiste de certains partis de la composante serbe et de leur rejet des réformes qui requièrent l'appui de l'OCI à la République de Bosnie-Herzégovine pour l'aider à préserver son unité, son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa stabilité et sa prospérité. Notre organisation exprime également son plein appui aux efforts en faveur d'un règlement global et juste de la question chypriote et sa solidarité avec les Chypriotes turcs musulmans, conformément aux résolutions pertinentes de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, le bien-être et la défense des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres, conformément aux principes et aux objectifs consignés dans la charte de l'organisation, sont également une priorité dans l'action de notre organisation. Nous comptons accroître nos efforts à cette fin, notamment à travers les visites et les dialogues avec les gouvernants des pays concernés. Dans ce contexte, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la situation des Rohingyas et appelons la communauté internationale à agir de manière efficace et de toute urgence pour assurer les conditions propices au retour volontaire, sûr, digne et durable de tous les réfugiés et déplacés internes Rohingyas dans leur patrie d'origine. Nous nous réjouissons des progrès enregistrés dans l'affaire judiciaire déposée contre les Myanmar près la Cour internationale de justice, dont notamment la récente reprise des audiences en vue d'obtenir justice et reddition des comptes pour les Rohingyas et mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence à leur encontre. Je voudrais à cet égard rendre hommage à la Gambie, à la République de Gambie, pour le rôle de premier plan qu'elle joue, ainsi qu'aux États membres qui ont contribué au financement de l'affaire. La réunion aujourd'hui du comité ministériel ad hoc de l'OCI sur la reddition des comptes pour les violations des droits humains à l'égard de Rohingyas permettra de faire le point de la situation et de coordonner les efforts à cet égard. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, selon les rapports officiels de l'Observatoire de l'islamophobie de l'OCI, la réputation des communautés musulmanes dans de nombreux pays est sujette à la diffamation, au moment où s'accentue la haine envers les musulmans, en raison notamment de la montée des idéologies d'extrême droite. Tous les États, y compris les États islamiques, se doivent de faire face à la recrudescence d'une telle tendance négative et de prendre de nouvelles mesures pour éviter les pratiques discriminatoires, racistes et xénophobes dans les diverses franges de la société et partant asseoir les piliers de la paix et de la sécurité. À cet égard, nous comptons sur l'appui des États membres aux efforts déployés par le secrétariat général en faveur de la lutte contre l'islamophobie. D'autre part, nous devons collaborer avec tous les membres de la communauté internationale pour lutter contre ces phénomènes. C'est avec satisfaction que nous avons accueilli l'adoption le 15 mars par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution désignant le 15 mars de chaque année
comme journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Nous formerons l'espoir qu'elle contribuera à favoriser un dialogue à l'échelle mondiale d'une culture de tolérance et de paix. La lutte contre le terrorisme est également une priorité absolue pour notre organisation. Pour y faire face, le secrétariat général met en œuvre une stratégie multidimensionnelle sur la base du mandat juridique de la Convention de l'OCI sur la lutte contre le terrorisme, parmi les questions auxquelles le secrétariat général accorde une attention particulière. Je voudrais mentionner la contribution au renforcement du dialogue entre les États, les religions, les cultures et les civilisations. Ces sujets figurent à l'ordre du jour des consultations que le secrétariat général entretient avec les États et les organisations internationales et régionales partenaires et fait l'objet d'activités conjointes avec eux. Nous œuvrons à renforcer cet effort. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour féliciter les Émirats arabes unis d'avoir accueilli avec succès l'Expo 2020 de Dubaï, qui a contribué au renforcement de la compréhension et de la coopération entre les nations. Altesse, Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine du développement social et de la protection des valeurs de l'institution du mariage et de la famille, le secrétariat général s'apprête à convoquer d'autres réunions du groupe d'experts intergouvernementaux pour parachever la discussion du projet de convention de l'OCI sur le droit de l'enfant en islam, projet qui a été élaboré avec la Commission permanente indépendante des droits de l'homme. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et l'équité de genre, je voudrais saluer les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, pays du siège de l'Organisation pour le développement de la femme, en allouant un bâtiment indépendant pour abriter le siège de l'organisation tout en dotant des équipements appropriés. Au plan de renforcement des capacités des jeunes, je tiens ici à rendre hommage au Royaume d'Arabie saoudite pour avoir décidé d'accueillir la 5e session de la conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports, qui a été malheureusement reportée du fait des incidents de la pandémie du coronavirus. Le secrétariat général poursuit la coordination avec les autorités saoudiennes concernées à l'effet de fixer une nouvelle date pour cette conférence. En matière des médias, l'organisation a accéléré le rythme de ses investissements dans de nouveaux médias pour éclairer les États membres et l'opinion publique locale et mondiale avec ses prises de position vis-à-vis des causes vitales de la Oumma islamique et des communautés musulmanes dans les pays non membres, ainsi que pour faire connaître ses projets et ses efforts de soutien aux États membres, en particulier les moins avancés, en vue d'endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19. Dans le domaine humanitaire, les efforts du secrétariat général se sont développés au cours des dernières années et ses relations avec la communauté humanitaire internationale se sont considérablement renforcées. À cet égard, j'aimerais remercier tous les États membres et les institutions de l'organisation qui ont contribué au soutien de l'action humanitaire de notre organisation, notamment le Fonds de solidarité islamique et les partenaires humanitaires, au premier rang desquels je citerai le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Le secrétariat général a déployé d'énormes efforts pour aider les États membres les moins avancés à faire face à la pandémie du coronavirus, a adopté plusieurs initiatives à cet égard, dont tout particulièrement l'ouverture d'un compte pour la réception des dons destinés à l'achat des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Le Royaume d'Arabie saoudite a fait un généreux don de 20 millions de rials saoudiens, en particulier à ce compte, en soutien à ce compte pour l'acquisition des vaccins, en coordination avec le Centre du roi Salman pour les secours et l'action humanitaire. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel aux États membres qu'ils contribuent à ce compte afin de financer l'achat des vaccins au profit des États membres les moins avancés au nom de l'organisation. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, 2 années se sont déjà écoulées et nous ne sommes pas encore parvenus
à sortir totalement de la crise provoquée par la pandémie de la COVID-19. En raison de cette pandémie et des mesures de confinement draconiennes, nos États membres ont subi des pertes d'emplois considérables ainsi qu'une récession économique, une réduction des investissements et des exportations et une régression des activités touristiques. Partant de ce constat, la reprise post-corona occupe désormais une place prépondérante parmi nos préoccupations. À cet égard, notre organisation a accordé une attention particulière à la mise en œuvre de ces programmes et projets économiques dans des secteurs névralgiques tels que l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire, le travail et l'emploi et la protection sociale, ainsi qu'au renforcement des échanges commerciaux et à l'encouragement de l'investissement, afin d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans le programme d'action OCI 2025. Compte tenu de l'importance de la coopération dans les domaines économiques et commerciaux entre les États membres et dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution précédente de votre auguste Conseil d'organiser un forum sur les investissements en Afrique. J'ai accordé beaucoup d'attention à cette question. Je suis sur le point d'en finaliser les détails et je les annoncerai en temps voulu. Il me plaît également de vous informer que la 8e session de la conférence ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le développement agricole qui s'est tenue à Istanbul, en République de Turquie, du 25 au 27 octobre 2021, a donné une nouvelle impulsion à la coopération dans le secteur. Les ministres ont approuvé 3 programmes d'action de l'OCI pour le développement des produits agricoles et stratégiques tels que le riz, le blé et le manioc. Dans le même ordre d'idées, la 11e session de la conférence islamique des ministres du tourisme et la 5e session de la conférence islamique des ministres du travail que nous espérons seront organisées cette année, respectivement en Azerbaïdjan et aux Émirats arabes unis, permettront aux États membres de notre organisation de faire le point sur la situation actuelle dans ce secteur et d'élaborer une stratégie commune permettant de relever les défis et d'atténuer les incidences négatives de la pandémie du coronavirus sur le secteur du tourisme et du travail. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'OCI a intensifié ses efforts en faveur du renforcement de la coopération entre les États membres, afin de faire progresser son agenda dans le domaine de la science, de la technologie, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'eau et de l'environnement, en tant que piliers fondamentaux de la stratégie de l'OCI pour l'éradication de la pauvreté, de la maladie, de l'analphabétisme et de l'extrémisme. Je me réjouis donc de rappeler que le 2e sommet de l'OCI sur la science et la technologie, tenu virtuellement le 16 juin 2021, a fait le point sur les étapes franchies par les États membres en termes d'intégration des sciences, de la technologie et de l'innovation dans leur politique et stratégie nationale. Il ne fait donc aucun doute que la fourniture d'un enseignement de qualité est la première étape vers la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et les disparités. Les 4 universités parrainées par l'OCI jouent un rôle déterminant dans l'éducation de près de 25 000 étudiants et étudiantes des États membres. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements et ma gratitude à tous les États membres et aux organisations qui apportent un soutien financier à ces universités, en consécration d'une plus grande solidarité et coopération entre les États membres dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le programme d'échange éducatif de l'OCI vise à fournir plus de bourses d'études aux étudiants et étudiantes dans les États membres de l'OCI, en particulier les pays les moins avancés d'entre eux. Dans le domaine de la santé, le secrétariat général, en collaboration avec les organes compétents de l'organisation, a adopté une approche traditionnellement pour aider ces États membres à relever les défis inédits posés par la pandémie de la COVID-19, premièrement la convocation des réunions d'urgence du comité de pilotage
de la Santé au niveau du ministère de la Santé, ainsi que des réunions d'urgence du comité exécutif de l'ECI au niveau des ministres des Affaires étrangères. Deuxièmement, une aide financière d'urgence aux États membres par l'entremise du Fonds de solidarité islamique et du groupe de la Banque islamique de développement. Troisièmement, la lutte contre la désinformation et les informations fallacieuses. Altesse, Messieurs et Mesdames, dans le cadre de l'action juridique et organique, les conventions, traités et statuts adoptés par le sommet islamique et les réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères représentent le cadre juridique qui permet à l'organisation d'exercer ses fonctions conformément au mode et aux mécanismes entérinés par les États membres. À cet égard, je voudrais renouveler l'appel aux États membres qui n'ont pas encore achevé les procédures de ratification des conventions conclues dans le cadre de l'organisation, de le faire dans les meilleurs délais, afin que ces instruments puissent être mis en vigueur et que les institutions et organes qui sont ainsi puissent entrer en activité. Au premier rang de ces documents, je citerai la charte de l'organisation, les statuts de l'Organisation pour le développement de la femme et de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, qui sont déjà entrés en vigueur. De plus, il existe des institutions importantes dont les statuts ne sont pas encore entrés en vigueur, telles que la Cour islamique internationale de justice, le Centre de travail et le Centre de coopération et de coordination policière. Dans le cadre du programme de réforme du secrétariat général, une étude a été élaborée par l'Institut d'administration publique en collaboration avec le secrétariat général. Cette étude a abouti à l'élaboration d'un projet d'organigramme pour le secrétariat général. Dans les annexes de mon rapport à la présente session figurent les recommandations faites à cet égard. Le secrétariat général, en application des résolutions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, a tenu une réunion du groupe d'experts intergouvernementaux pour élaborer de nouveaux règlements ainsi que pour réviser et mettre à jour certains statuts et règlements de procédure. Le secrétariat général a élaboré un projet de règlement régissant le travail du groupe de contact de l'organisation et un autre groupe de règlement régissant le travail des missions de l'OCI à l'étranger. Les modes de travail du comité des représentants permanents, le statut du personnel et les règles d'attribution du prix de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, les demandes de l'obtention du statut d'observateur ou de statut consultatif auprès de l'OCI se multiplient de jour en jour. En témoigne le nombre important de ces demandes reçues par le secrétariat général de la part de certains pays non membres, d'organisations internationales et d'organisations humanitaires. Nous nous réjouissons de cet intérêt. En cette occasion, je forme l'espoir de bénéficier de votre aide pour trouver la formule appropriée pour l'octroi du statut d'observateur et du statut consultatif aux pays et organisations requérant dans le cas où le demandeur remplit les exigences et les critères annoncés dans les règlements régissant ces cadres conformément au mandat qui nous a été confié par la 14e conférence islamique au sommet et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le programme de l'action OCI 2025, adopté par la 13e conférence islamique au sommet, constitue le cadre optimal rassemblant les objectifs et les activités touchant les domaines vitaux pertinents à tous les États membres. Des efforts concertés doivent être déployés par tous pour une mise en œuvre efficace du dit programme. Un examen à mi-cours, à mi-parcours de la mise en œuvre du programme devrait être finalisé cette année. J'invite les États membres à bien vouloir fournir au CESRIC, dans les meilleurs délais possibles, les données et statistiques nécessaires pour pouvoir mener à bien cet exercice important qui me permettra d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'action. Atteindre les différents objectifs que je viens de citer et accroître la capacité de l'organisation à relever les défis actuels nous commande d'aller de l'avant pour la voie d'une réforme globale de notre organisation et de ses différents organes et instituts avec le soutien
et l'engagement des États membres. Nous comptons également sur votre soutien financier continu à l'organisation et à ses différents organes, afin qu'ils puissent mettre en œuvre et assurer le suivi de tous les plans et programmes approuvés par vos Altesses et Excellences. Nous sommes persuadés qu'en renforçant le rôle de l'organisation, nous consoliderons l'action islamique commune et l'esprit de solidarité entre nos États membres. Le secrétariat général poursuit ses efforts auprès des autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite pour la mise en œuvre des procédures de règlement des arriérés de certains États membres, pour lesquels le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite a pris l'initiative de régler leurs arriérés dus pour l'OCI dans le cadre de son soutien et son assistance continue à l'organisation. Ces arriérés constituent l'obstacle empêchant l'organisation d'honorer convenablement ses charges. Les obligations urgentes seront couvertes grâce à ces paiements et il sera envisageable d'étudier les possibilités d'investissement du reste en coopération avec la Banque islamique de développement. Je tiens également à souligner que le secrétariat général, dans le cadre de la mise en œuvre de recommandations de la Commission permanente des finances, œuvrera en concertation avec le président de la Commission permanente des finances et le président de l'organe du contrôle financier, afin d'offrir à la réunion annuelle de la Commission permanente des finances le temps nécessaire et suffisant pour examiner tous les points de son ordre du jour, d'autant qu'on œuvrera à préparer le budget de manière conforme à l'exercice budgétaire, prenant en considération l'ouverture de l'exercice budgétaire en janvier et sa clôture en décembre, conformément au règlement financier de l'OCI, aux règles de procédure de la Commission permanente des finances, CPF, ainsi que les règles de procédure de l'organe du contrôle financier OCF. Dans le contexte, le secrétariat général ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations de l'organe de contrôle financier issues de ces 41e et 42e sessions en vue de renforcer la transparence et l'action financière. Je voudrais insister sur la recherche d'une représentation géographique plus équitable lors du pourvoi des postes vacants. De même, nous nous attelons à redoubler d'efforts pour recruter dans un plus grand nombre de pays non représentés ou sous-représentés afin de consacrer une répartition géographique équitable au sein du secrétariat général et des organes subsidiaires. Altesses, Excellences, Mesdames et Messieurs, la scène mondiale connaît de graves tensions ces derniers jours en raison de la crise ukrainienne dont les répercussions vont au-delà des pays de la région pour s'étendre au monde entier. Cette crise pourra potentiellement défavoriser la reprise économique encore fragile dans de nombreux pays, y compris les États membres de l'OCI. Comme vous le savez tous, ces conflits en cours risquent d'affecter de manière significative les exportations de blé de ces deux pays qui représentent près de 29% de l'offre mondiale. À cet égard, il devrait inciter les États membres de l'OCI à passer de la parole aux actes par rapport à la stratégie des réserves alimentaires de l'OCI, sur les stratégies de réserve alimentaire de l'OCI, sur les produits stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, dans le but d'assurer ces réserves alimentaires au niveau national et régional et par conséquent un niveau d'autosuffisance alimentaire acceptable dans les pays membres de l'OCI. Ainsi, partant des principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et de l'OCI, dont tout particulièrement la contribution aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale, le secrétariat général a exhorté les parties concernées à œuvrer en faveur d'une solution pacifique de la crise ukrainienne et à poursuivre les négociations pour la recherche d'une solution politique qui garantira une paix et une stabilité durable et qui préservera la sécurité des populations. En conclusion, permettez-moi de signaler que les mots que je viens de prononcer devant votre auguste Conseil ne sont qu'un résumé des efforts déployés par le secrétariat général de l'OCI dans l'exécution de la mission qui lui a assignée, mais une documentation complète
comprenant mon rapport sur les activités de l'organisation, est soumise à votre attention. Vous conviendrez avec moi que les défis sont nombreux et multiformes, dont je demeure convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons contribuer à les relever. Puisse le Très-Haut, Allah, puisse guider nos pas vers la réalisation des objectifs pour lesquels nous nous sommes fixés au service de la Oumma islamique et pour la réalisation de ces aspirations à la paix et à l'unité, à la justice et au développement dans nos États membres et dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Thank you, Mr. Secretary General, for your valuable remarks. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now hear a video message from the United Nations Secretary General, Antonio Guterres. Excellencies, together in Pakistan, my greetings to the meeting of the Organization of Islamic Cooperation Council of Foreign Ministers. The United Nations, the OIC, enjoy a close, decades-long relationship rooted in trust and based on the shared belief in the values of multilateral cooperation, dialogue, and solidarity. Across Asia, the Middle East, Africa, and beyond, our two organizations have worked together to nurture a culture of peace, tolerance, and understanding. In recent years, we have successfully deepened our collaboration on key areas of mutual concern, including mediation, countering terrorism, preventing violent extremism, combating anti-Muslim hatred, and promoting religious tolerance. Today, the imperative to join forces, devise common strategies, and draw on our competitive advantages is more urgent than ever. In my recent report on our common agenda, I have offered proposals guided by the beacon of the Charter to update global governance, better manage risks and threats, and build a safer, more resilient and inclusive world set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Challenges abound, from the war in Ukraine and its global ramifications to growing inequalities and proliferating assaults on human rights. Developing countries, in particular, face crises on so many fronts. Vast inequity is blocking recovery, poverty is deepening, and countries are paralyzed by debt and liquidity issues. We must reform a morally bankrupt global financial system, and we must make sure that all countries have the resources they need to recover from the pandemic, build resilience against climate shocks, and support the Sustainable Development Goals. Only together, in unity, with partners at all levels, can we confront shared challenges and create a better future for all. Thank you. I now request His Excellency Mr. Muhtar Tilburdi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Republic of Kazakhstan, to deliver a statement. He will be speaking on behalf of the Asia Group of the OIC member states. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister Imran Khan, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Shah Mahmood Qureshi, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of OIC, Your Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, on behalf of the Asian Group of the Organization of Islamic Cooperation and on behalf of the delegation of Kazakhstan, allow me to express appreciation to the government of Pakistan for the cordial hospitality and excellent arrangement of today's OIC ministerial meeting, titled Partnership for Unity, Justice and Development. I would like to express special gratitude to the OIC General Secretariat for the preparation of this meeting,
I also would like to congratulate the Republic of Niger on the successful completion of chairmanship of the 47th session of the OIC Council of Foreign Ministers. I wish all participants of this meeting a productive work for the prosperity of our Ummah. Dear colleagues, today on global scale, the world is going through a challenging period and undergoing significant changes. Military conflicts, confrontation between the West and the East, the Ukrainian crisis, the consequences of the pandemic, religious intolerance, instability in the financial and commodity markets, all of these have a negative impact on the performance of the global economy and security. We observe the continuation of such trends as multipolarity, economic globalization, informational advancement of society, multiculturalism, and transformation of the system of global governance and world order. The connectivity and interdependence of states is increasing, and we see growing trends of redistribution of the global balance of forces and increasing demand of global community for leadership related to the interest of peaceful and progressive development. Meanwhile, the situation with global and regional security is becoming more and more complicated with each passing day. Challenges and threats are running rampant. The hybrid confrontation is expanding, and fake news has become widespread, inciting ethnic, racial, and religious discord, thus even further exacerbating the regional conflicts. These are followed by entrenching traditions of unilateral approaches to addressing international issues, that is, through the use of force. Such development contributes to growing practices of interference in the internal affairs of other states, infringing of the rights of sovereign advancement, and simultaneously regional international cooperation. This ultimately hinders the progress of humankind and destroys trust as the foundation of stable peace. All these risks and threats are relevant for the Islamic world as well. Today, more than ever, the countries of the Islamic world and the OIC member states need unity and must defend their interest and position to preserve common values and provide all possible support and necessary assistance. And I believe that the subject of today's summit highlights the importance of this idea. Nowadays, Kazakhstan is creating a concept of new Kazakhstan. Recently, President Tokayev announced the large-scale and meaningful reforms which cover almost all areas of life of the country. They include initiatives aimed at political liberalization, plurality, and openness. In the sphere of the economic, the reforms are focused on the tackling monopolization, improving living standards, and ensuring that all citizens feel the benefits of our growing economy. Societal reforms are aimed at improving health and education of the nation as well as other sectors. Kazakhstan today fully supports international efforts to ensure regional security and sustainable development of the countries of Eurasia. The ongoing global and regional processes require collective decision regarding resolute reunification of war conflicts, confrontation, and choosing the path of peace, dialogue, and focusing on joint development. Against this backdrop, as an intergovernmental forum that brings together 27 member states, 9 observers, and more than half of the world population, with the established political dialogue, conference on interaction, and confidence-building measures in Asia, has a potential to become an effective tool for joint confrontation of new challenges and ensuring security and stability in the region. The key priority of Kazakhstan chairmanship at the SICA process is the transformation of the conference into a full-fledged international organization. Conversion into an international organization will significantly expand the capacity of the SICA and increase array of tools for practical cooperation between its member states. Within its chairmanship, Kazakhstan will hold the 6th SICA summit in Nur-Sultan on the 12th and 13th of November this year, which marks the 30th anniversary of the conference. This event aims to propel the SICA into a new level of institutional development.
At the initiative of Kazakhstan, the Code of Conduct towards achieving the world free of terrorism was developed within the UN and opened for signature in 2018. It has now been signed by 89 countries. Since 2017, our capital has hosted 17 rounds of the Astana process talks on Syria, aimed at facilitating the efforts of the international community to resolve the prolonged conflict. Kazakhstan, like many OIC member states, is concerned about the situation in Afghanistan. Socioeconomic and financial issues need to be addressed urgently to prevent large-scale humanitarian crisis in the region. Kazakhstan contributes within its capacity to the efforts of the world community to stabilize the situation in Afghanistan. We regularly provide humanitarian aid to the Afghan population, implement national and international programs to train Afghan youth, including girls, in educational institutions of Kazakhstan. In 2020, the KazAid Official Development Assistance Agency was established to assist the countries of Central Asia and Afghanistan in promoting the Sustainable Development Goals. The opening in Almaty city of the temporary remote office of UNAMA was a sign of the recognition of the role Kazakhstan and the organization's trust in our country. I would also like to emphasize the timelines of the extraordinary meeting of the OIC Council of Foreign Ministers on Humanitarian Situation in Afghanistan held in Islamabad on 19th of December 2021, which resulted in the adoption of the several practical decisions, including the launch of the Afghanistan Food Security Program under the aegis of the Islamic Organization for Food Security, and the establishment of the Humanitarian Trust Fund under the aegis of the Islamic Development Bank. In this regard, I call on the OIC Secretariat to assist the IOFC in the prompt launching the Afghanistan Food Security Program and the OIC member states to make generous contribution to this program. Regretfully, conflicts and military clashes continue among the Muslim countries today. The events in Yemen, Syria, and several African states have become a matter of concern. Therefore, we believe that the initiative of Islamic rapprochement remains relevant for peace and harmony in the Islamic world. Kazakhstan reaffirms its unwavering position for just and comprehensive solution to the Palestinian question on the basis of relevant resolutions of the UN Security Council and the UN General Assembly in accordance with the two states for two nations principle. Moreover, we reiterate the OIC principled position on the Jammu and Kashmir dispute for peaceful settlement in accordance with the relevant United Nations Security Council. We are convinced that promoting the ideology of tolerance, mutual understanding, and cultural diversity is the key to combating hatred and discrimination. An example of interfaith dialogue is the Congress of Leaders of World and Traditional Religions, which has been held in Kazakhstan since 2003 and is attended by the leaders of the Islamic world and the Secretary General of the OIC. The next 6th Congress will be held in September 2022 in Kazakhstan. Distinguished participants, in the face of the new challenges, the further transformation of the organization is an important issue. Therefore, we need to swiftly conclude the process of reforming of the IC. In this context, we are grateful to Saudi Arabia, Turkey, and Bangladesh for their efforts and contribution for the holding of 2 expert group meetings on comprehensive reform of our organization. The combat against the COVID-19 pandemic and overcoming its consequences are still among the pressing issues on our cooperation agenda. At the current stage, I would like to emphasize the importance of uniting our efforts in the combat against the pandemic and an exchange of vaccines. In addition, Kazakhstan, within its activity in the UN, initiated the establishment of the International Agenda for Biology Safety, which in future will contribute to the prevention of biological threats and the exchange of information on dangerous diseases. Comprehensive support for this initiative will allow our countries to take timely measures in the future. The pandemic, more than anything else, showed the urgent need for the development of science and technology in the Muslim world and beyond.
At the first OIC Summit on Science and Technology held in September 2017 in Nur-Sultan, Kazakhstan initiated the establishment of the OIC 15 group, which unites 15 leading Muslim countries in the field of science and technology to promote the potential of our Ummah in these areas. This year, Kazakhstan intends to hold a meeting of ministers of the OIC 15 group member states responsible for education, science, and technology. This step would also again demonstrate the need to consolidate efforts in the development of our own advanced science and technology as an important factor in achieving peace and prosperity. Distinguished colleagues, today many countries, including the Islamic world, are facing acute issue of ensuring food security due to the complex of geopolitical situation in the world and climate changes. Many countries in Africa and Middle East are sounding the alarm and are requesting our help in providing essential products. Some countries are experiencing famine due to the crop failures last year. We are ready to cooperate in this area and consider it important to revitalize the Islamic Organization for Food Security and to use its potential to ensure access to food supply for countries in need. To date, 36 of the 56 OIC countries have joined this organization, and only 17 countries have ratified its charter. We call on the members of the OIC to actively engage in